Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Nous allons parler de ces européennes. Nous sommes à 3 jours du scrutin. Un mot sur le sidérurgiste British Steel qui a repris il y a une semaine l'aciérie française, a été placé en liquidation judiciaire. La France a misé sur le mauvais repreneur, vous le diriez comme ça ? La France a déjà trouvé un repreneur, ce qui est évidemment une bonne nouvelle qui va dans le bon sens parce que derrière ce cas industriel, il y a des centaines de salariés. Nous attendons maintenant que les garanties soient données, mais je crois que c'est aussi l'une des conséquences du Brexit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie puisque justement l'aciériste est en difficulté. C'est assez confus pour l'instant, puisque visiblement il ne s'agit pas de British Steel en soi, mais d'une filiale de British Steel qui s'appelle Olympus. Donc pour l'instant, c'est la maison mère. Pour l'instant, tout à fait. Pour l'instant, c'est assez flou. On attend évidemment des garanties de la part du repreneur, mais je crois que c'est aussi l'une des conséquences du Brexit. Alors je veux bien qu'on avance. Il y a 270 emplois en cause. Oui. On est à quelques jours d'un scrutin. Là, il y a un exemple très concret. Oui. Les spécialistes disent que c'est une des conséquences, et les repreneurs eux-mêmes disent que c'est une des conséquences du Brexit. Il y avait une incertitude sur les marchés économiques de cet aciériste. On est là très concrètement dans les conséquences du Brexit. Bien sûr, mais pourquoi est-ce que British Steel s'est intéressé à Scoval ? Parce que British Steel vend du rail à la SNCF. Or, en délocalisant ses lieux de production, ses usines au sein du marché commun, au sein de l'Union européenne, elle évite les barrières douanières. Et donc, cet intérêt d'un groupe étranger pour une entreprise française, c'est aussi l'une des conséquences du Brexit qu'on nous avait vendu comme un chaos. Maintenant, derrière ce cas, il y a aussi l'absence totale de stratégie industrielle de la part de l'État français et de la part de l'Union européenne. Moi, j'ai rencontré il y a quelques jours les salariés d'Arjowiggins dans la Sarthe. C'est une entreprise qui est en pleine liquidation judiciaire. L'État français pourrait mettre de l'argent sur la table. L'État français pourrait sauver Arjowiggins, mais elle ne le fait pas. Et elle ne peut pas le faire parce que la réglementation européenne l'interdit. Et ça, nos compatriotes ne le comprennent pas. Donc il faut aujourd'hui rompre avec ce dogme de la concurrence libre et non faussée et permettre à l'État stratège d'intervenir, de défendre, d'accompagner et de soutenir nos industries. Dans le cas précis d'Ascoval, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? J'attends qu'il obtienne les garanties nécessaires de la part de British Steel. Et je n'ai aucun tabou à dire que lorsqu'une industrie est menacée, l'État doit pouvoir nationaliser de manière temporaire un site industriel. C'est un positionnement que j'assume. Et dans le cadre de l'État stratège, effectivement, on doit pouvoir défendre et protéger nos industries. C'est important ce que vous dites. Ça veut dire qu'il faut dire aux ouvriers qui vont aller à Bercy cet après-midi que l'État est prêt à nationaliser Ascoval. Ça veut dire que l'État est prêt à tout mettre en œuvre pour assurer leur emploi et pour empêcher qu'ils ne se retrouvent au chômage et qu'ils ne se retrouvent dans un déclin personnel, familial derrière. C'est ce que fait l'Allemagne. Le ministre de l'économie allemande a annoncé il y a quelques mois que désormais, à chaque fois qu'une entreprise allemande sera menacée, l'État stratège allemand interviendrait. Faisons ce que font les autres et protégeons notre économie. Précisément pour Ascoval, c'est dit. Qu'est-ce qui va se passer lundi matin si vous arrivez en tête ? Déjà, j'espère qu'Emmanuel Macron apprendra l'humilité parce que depuis qu'il est au pouvoir, il a, je crois, gouverné avec beaucoup d'arrogance, de mépris et que je ne souhaite pas, moi, lui accorder les pleins pouvoirs dimanche. Alors on appelle effectivement à faire de ces élections européennes un référendum. Deuxièmement, je lui demande de renoncer aux réformes de casse sociale qu'il s'apprête à mettre en œuvre à l'issue de ces élections européennes. La réforme des retraites, la réforme de l'indemnité chômage et le fait qu'il souhaite désormais toucher aux pensions de réversion. Je souhaite qu'il renonce à ces réformes. Et ensuite, je souhaite qu'il prenne des mesures sur la submersion migratoire qui aujourd'hui se poursuit, qui a fait partie de la thématique oubliée du grand débat et qui est pourtant, si on en croit les études d'opinion, la préoccupation majeure à la fois des Français, mais aussi des Européens. En 2014, vous étiez jeune, mais vous vous souvenez sans doute que le Rassemblement national, le Front national à l'époque, avait emporté très largement les européennes avec 24%. La liste de François Hollande était en 3e position. Qu'est-ce que ça avait changé ? Le contexte était différent. Parce que nous étions... Le créneau souverainiste que nous incarnions en France était isolé sur la scène européenne dans l'Europe de François Hollande, d'Angela Merkel, de Matteo Renzi. Or, aujourd'hui, toutes les études d'opinion disent que nous pourrions passer du 8e au 2e groupe au sein du Parlement européen et pouvoir enfin impulser cette alternance au sein des institutions européennes. Nous, on veut une Europe qui soit basée sur les nations, la nation qui protège. On veut faire le patriotisme économique. On veut être autorisé à pouvoir défendre nos industries, à refuser les traités de libre-échange, à refuser la relocalisation des migrants. Et ça, on le fera avec l'ensemble de nos alliés. Vous espérez combien de députés européens ? Le plus possible de députés souverainistes qui défendront les intérêts de nos nations. Et c'est vrai que cette poussée souverainiste, elle arrive partout en Europe, en Italie, en Autriche, en Estonie, en Espagne et dans un certain nombre d'autres pays. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, mais quand on regarde ce qu'ils disent de vous, ce qu'ils disent de ce super groupe que vous voulez monter, on se dit que ça va être plus compliqué que ça, notamment avec les Polonais, notamment avec, évidemment, Viktor Orban qui veut rester du côté du PPE, notamment, vous parliez d'Espagne, avec les Espagnols qui, pour l'instant, ne veulent pas du tout faire cause commune avec vous. Donc,
Mais Ça c'est faux. fait Marine Le Pen et Matteo Salvini, et puis après. Mais c'est faux. Vos confrères nous disent qu'on pourrait avoir demain le deuxième groupe au sein de ce Parlement européen. Et même M. Juncker l'a reconnu. Il a dit que demain, les souverainistes, ce qu'il appelle les populistes, mais si c'est défendre le peuple, alors l'étiquette ne me dérange pas, auraient une influence majeure au sein de ce Parlement européen. Mais ces exemples européen. dont je vous parle, les Polonais, les Espagnols. Mais ça fera partie des discussions que nous aurons lundi matin. Mais quand je regarde aujourd'hui l'alliance que nous avons créée depuis 2015 avec l'ensemble de ces partis du bon sens, de ces partis souverainistes qui veulent rendre le pouvoir au peuple, alors je me dis qu'on peut faire autrement, en fait. Et que ce que vivent les Français aujourd'hui, qui doivent subir le libre-échange total, l'immigration massive, le refus des protections, il y a d'autres choix qui sont possibles. Et je les appelle dimanche à reprendre le pouvoir. Est-ce que vous avez l'intention de changer votre manière d'agir au Parlement européen? Qu'est-ce que vous avez fait de cette victoire de 2014 au Parlement européen? J'imagine qu'on devait entendre les mêmes arguments qui étaient de dire voter pour le Front National, c'est un moyen de changer l'Europe. Alors même s'il n'y avait pas effectivement le même rapport de force au Parlement européen, est-ce que vous avez beaucoup voté non? Vous avez beaucoup voté contre au Parlement européen? Bien sûr, sur des textes qui sont nocifs pour les intérêts des Français. On a voté contre tous les accords de libre-échange qui mettent aujourd'hui en concurrence nos emplois, nos industries, nos entreprises avec des travailleurs et des entreprises du monde entier qui utilisent bien souvent des moyens de production qui sont plus faibles, des normes sanitaires, sociales, environnementales qui sont plus faibles. Donc on a toujours été cohérents. Sur les travailleurs détachés, le PNR, il y a des sujets sur lesquels on disait ça, c'est sur pour les le travailleurs RN. détachés, si vous voulez, le problème de ces gens-là, c'est que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils sont en train en permanence d'essayer de corriger les drames qu'ils ont eux-mêmes créés. La directive du travail détaché, elle permet aujourd'hui à 516 000 emplois d'être occupés par des travailleurs étrangers. Et ça crée une concurrence parce que les charges sont payées dans le pays d'origine. Moi, je veux arrêter avec la concurrence déloyale. Il faut retrouver des frontières nationales et il faut aujourd'hui, encore une fois, être capable de lutter contre la concurrence. J'entends ce que vous dites sur les travailleurs détachés, mais ce que j'essaie de savoir, c'est qu'est-ce que vous comptez faire de cette victoire? Vous dites on sera peut-être le deuxième groupe au Parlement européen. On a plutôt entendu une troisième force politique, mais on verra lundi, vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous souhaitez en faire? C'est une minorité de blocage? Comment est-ce que vous pouvez changer l'Europe en réalité? Je souhaite qu'on se mette autour de la table avec l'ensemble de nos alliés, avec l'ensemble de ces partis du bon sens qui arrivent au pouvoir partout, qu'on renégocie l'ensemble de ces traités européens et qu'on redonne au peuple leur liberté. Je ne suis pas contre l'Europe. L'Europe, c'est une réalité géographique, civilisationnelle, historique. Mais on dit juste que l'Europe a inventé les nations et que, partant du constat que l'Union européenne a trahi toutes ses promesses, qu'elle est incapable de protéger les peuples, il faut aujourd'hui une coopération entre États, une coopération entre nations européennes. Et pardon, mais c'est ce qui a marché par le passé. C'est ce qui nous a donné Ariane, c'est ce qui nous a donné Airbus et ce qui nous donnera, j'espère, demain les grandes révolutions technologiques du XXIe siècle. Peut-être la 5G, l'intelligence artificielle ou la question écologique qui doit aussi se gérer au niveau Le Rassemblement national continental. aura le leadership de cette nouvelle Europe que vous voulez? Ou est-ce que ce sera Matteo Salvini? Je l'espère. Et encore une fois, nous verrons. Ça fera partie des discussions que nous aurons lundi matin. Maintenant, il y a évidemment deux enjeux. L'Europe des nations ou l'Europe de Macron. Et surtout, ces élections européennes doivent être un référendum pour ou contre Macron. Parce que s'il arrive en tête, il se sentira légitimé. Il prendra ça comme un chèque en blanc et il passera la 5e. Merci beaucoup, Merci Jordan Bardella. C'est à vous, Laurent.